Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est une nouvelle semaine qui commence avec Philippe David et vous au 0826 300 300. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. À quel moment on dit bonsoir? 17h04, on est à la lisière, les deux vont bien. On peut dire bonsoir. On peut dire bonsoir. On dit pas encore bonne nuit par contre. Non. Arrêtez, on va finir la nuit avec vos bêtises. Ils vont nous mettre à 23h avec vos conneries. Ne les lancez pas sur ce sujet, ils en seraient capables les bougres. Alors bonsoir ou bonjour, comme vous voulez. Moi le bonsoir, j'ai toujours l'impression de voir Valérie Giscard. Bonsoir. Bonsoir. Non, puis bonsoir, ce qui est bien, c'est qu'on a envie de prendre l'apéro. Voilà, voilà comment on dérape. Comme incitation. Oui. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Bienvenue à tous, en tout cas en espèce. Apéro sans alcool. Oui, en ce qui me concerne, mais bon, je tairai les autres non. En tout cas, ravi de vous retrouver. On espère que vous avez passé un très bon week-end. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 comme chaque jour. Ce numéro de téléphone est à vous. Et au sommaire de cette émission, on va revenir sur une tragédie qui suscite l'indignation. Vous savez, un adolescent de 15 ans qui s'est suicidé début septembre à Poissy, malgré les appels à l'aide de ses parents qui avaient prévenu l'école de harcèlement qu'il subissait. Le rectorat avait appelé la famille, en tout cas avait envoyé un courrier à la famille et appelé cette famille à une attitude constructive et respectueuse tout en soulignant les conséquences d'une fausse dénonciation. Un courrier qualifié de honteux par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Oui Cécile, alors ce courrier il a circulé sur les réseaux sociaux et la France a été outrée. C'était d'ailleurs l'éditorial d'Elisabeth Lévy ce matin. Alors est-ce que vous pensez que l'Éducation nationale, les personnes qui ont signé ce courrier doivent être sanctionnées, ou est-ce que vous pensez ils ont fait un courrier, ça s'est très mal passé par la suite, mais ça fait partie des prérogatives des fonctionnaires. Vous avez été victime de harcèlement ou un de vos enfants et l'Éducation nationale s'est comportée comme ça ou autrement? Venez témoigner au 0826 300 300. En tout cas, l'Éducation nationale doit-elle sanctionner les auteurs de ce courrier? Vous dites oui à 93%. Je crois que le coup près est tombé. Puis le coup de projecteur des vraies voix, samedi soir, suite à un refus d'obtempérer, un policier a été blessé et passé à tabac par une quinzaine de personnes à Stein, en Seine-Saint-Denis. Il a fallu qu'un de ses collègues tire 5 fois en l'air pour faire fuir les agresseurs, Philippe. Oui, un drame absolument terrible puisque le policier est défiguré et son collègue n'a pas fait usage de son arme de service alors qu'on pouvait anticiper de la légitime défense. Mais suite aux émeutes consécutives à la mort de Naël, est-ce que vous pensez, vous, que les policiers ont renoncé à leur droit à la légitime défense? Vous êtes policier, vous dites je préfère encore me faire lyncher que finir en prison. Appelez-nous au 0826 300 300. En tout cas, les policiers ont-ils renoncé à leur droit de légitime défense? Vous dites un grand oui à 83%. Bienvenue, c'est les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour évoquer tous ces sujets importants, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ah mais c'est joli. Philippe. Ouais, c'est in English, ouais, c'est voilà, notre côté américain. My English is very bad. Non, mais c'est pas grave. Your accent is superb. It's superb, mon Dieu. Ça c'est très british. C'est très british. It's absolutely superb. Lui c'est le Nelson Montfort du média. C'est-à-dire qu'il traduit même en anglais. Voilà. Non, vu mon niveau, c'est plutôt Nelson Montfaible. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Loïc. Mais c'est que moi, je me demande, qu'est-ce que ça serait effectivement Philippe Bilger version américaine? Ouais, ça serait intéressant. Écoute, qu'est-ce que ça donnerait? On verra. Puisqu'il a pris la parole sans la demander, comme d'habitude. Tom Conan est avec nous, auteur. Bonsoir les amis. De Pollution, publié chez Albin Michel, alors qu'il ne pollue pas, bien sûr, le débat. Loïc Guérin, dont la parole est importante, puisqu'il est avocat pénaliste. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Nouvellement vraie voix, bienvenue. C'est-à-dire que maintenant, en fait, avant quand vous étiez invité, on vous écoutait, maintenant on peut vous choper un peu, c'est ça qui est bien. C'est intéressant, vous me l'avez pas dit. Non, je le dis en direct, comme ça vous avez une preuve. Vous avez une preuve. Tous les coups sont permis. Et comme chaque jour au 0826 300 300, vous nous laissez gentiment des messages puisque vous réagissez à l'actualité. Écoutez. Bonjour Sud Radio. Bon, toujours cette même opération. Nous ne pourrons jamais juguler cette situation tant que nous n'amènerons pas du travail permettant de développer aussi de la richesse, nous permettant d'intervenir, de développer et d'investir. Il faut du travail. Merci pour votre écoute.
Ah bah, il faut du travail. Philippe Bilger, il a raison quand même. C'est intéressant d'entendre son prénom, ce n'est pas... il s'appelle Guy. Guy, d'entendre Guy dire qu'il faut du travail, ce qui paraît une évidence. Et en même temps, il a été très passionnant, j'en parlerai plus tard, de constater que dans un dialogue qui s'est déroulé à la Fête de l'Humanité, ils sont presque tombés d'accord sur le fait que le travail aujourd'hui était mis en cause. Ah. Donc, désir de travail légitime et d'autre part réflexion sur un monde où le travail n'est plus la panacée. Ouais. Loïc Guérin. Du travail, je ne sais pas si on en a autant qu'on le dit, puisque j'ai l'impression que, de manière assez intéressante, la semaine dernière, il y avait un débat là-dessus. Est-ce qu'on est en plein emploi ou presque en plein emploi ou pas? J'ai le sentiment, moi, que la France réelle n'est pas tout à fait en adéquation avec les chiffres produits. Tom Conan. Oui, surtout, moi je pense qu'aujourd'hui, avec les outils numériques, l'intelligence artificielle, de plus en plus de tâches vont être remplacées, le sont déjà, et en fait, il va y avoir une pénurie de travail. Pas seulement une pénurie d'emploi, mais un manque de travail fondamentalement dans la société. Ça, c'est le problème de demain qu'on va avoir. Ce sera l'objet d'un débat qu'on fera mercredi soir avec Philippe David entre 19h et 20h. Oui. Sur l'IA, le travail et l'intelligence artificielle. Nous y reviendrons. Et au 0826 300 300, direction les Yvelines avec Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Véronique? Pas très bien. Je suis un peu en colère, même beaucoup en colère par les propos de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. D'accord. Parce que Nicolas, le fait qu'il se soit suicidé, ce n'est pas un cas isolé. Les parents ne sont pas soutenus par des professionnels. Parce que là, il y a eu un fait, il s'est suicidé, mais qu'est-ce qui est proposé pour soutenir ces parents qui sont dans la souffrance ou tous ces enfants qui ont des problèmes, qui sont harcelés à l'école? Il y a beaucoup d'associations qui sont formidables et ça, c'est super. Mais qui ne sont pas entendus, selon vous, j'imagine. Non, ils ne sont pas entendus. Et ça, par l'éducation, par une identité qui, en fin de compte, met en place des choses, mais qui sont gérées par eux. Il faudrait quelque chose d'externe, des cellules externes. Parce qu'il faut savoir que les chefs d'établissement sont notés par le maintien de leur établissement. Ils gardent tout. Du coup, que ce soit au niveau aussi de l'éducationnel et du rectorat, parce qu'il y a des chiffres qui sont faits. Ils ne veulent pas voir que leur établissement ou leur Versailles ou d'autres académies soit mal noté, c'est ça. En tout cas, Véronique, vous restez avec nous parce que ça va être l'objet de notre grand débat du jour, justement sur cette tragédie et sur ce courrier du responsable de l'établissement scolaire. On va en parler à partir de 17h30. Vous pouvez d'ailleurs réagir vous aussi au 0826 300 300 et dans un instant le réquisitoire du procureur. On va parler de quoi, Philippe Bilger? On va dire que tout le monde a le droit d'admirer Antoine Dupont. Ah, très bien. 0826 300 300, on revient dans quelques instants. On vous remercie en tout cas de votre fidélité et on est ensemble jusqu'à 19h. Bienvenue à tous, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Si vous avez envie de parler à Philippe Bilger, 0826 300 300. À Loïc Guérin, c'est le même numéro. Et à Tom Conan, c'est exactement le même numéro. Donc voilà, c'est un peu C'est le seul numéro valide en France de 17h à 20h. Voilà, alors quand je dis vous voulez parler, c'est pas non plus une appli célibataire. Hein, sinon, mon vrai numéro, c'est le 06 27 5. Non, ils peuvent me contacter directement. Non, mais allez-y, si non, vous êtes... je vais être assailli sinon. Oui, son deuxième prénom est Modeste. C'est ça, ouais. Ce qui me ferait beaucoup rire, c'est que personne n'appelle. Ça me ferait marrer. C'est pas très gentil, ça, quand même. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Vos 3 mots, Félix? Transition, fermeté et recherche. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Un réquisitoire qui rentre dans la mêlée puisqu'il parle du demi-mêlée et capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont. Oui, il y a quelque temps, il y a une polémique que je trouve assez ridicule dans la mesure où elle idéologise tout entre Jean Dujardin, Antoine Dupont qui a approuvé l'acteur et Valeurs Actuelles qui portait sur le fait que Valeurs Actuelles avait proposé une couverture sur la France Rugby avec les photographies de Jean Dujardin et de Antoine Dupont. Je ne parlerai pas de ça. J'ai été tout de même surpris par la réaction de Jean Dujardin qui a vitupéré d'une certaine manière l'esprit de Valeurs Actuelles alors que lui-même a été à
cause de sa cérémonie, attaqué pour ringardise et conservatisme. Mais ça n'est pas le problème. J'ai trouvé dommage que l'extraordinaire Antoine Dupont, qui n'a jamais caché sa sensibilité de gauche, tout à fait le droit, l'ait exprimé en quelque sorte publiquement. À l'époque, il avait appelé à voter Emmanuel Macron. Il avait signé une pétition. Deuxième tour, hein. Il avait signé une pétition contre les retraites. Et là, évidemment, il dit que ça n'est pas les valeurs qu'il défend. Moi, il a le droit. Ce qui me gêne, c'est que il représente pour le rugby une personnalité quasiment universelle, puisque personne ne le discute sur le plan sportif. Je trouve qu'il y a une petite brèche qu'il a créé et c'est dommage. Tom Conan. Je sais pas trop. Effectivement, j'ai suivi cette affaire. Moi, je pense que malgré tout, c'était sans doute pas, c'était un peu à son corps défendant, mais effectivement, la manière dont a été mise en scène cette cérémonie d'ouverture, elle était politique d'une certaine façon. En tout cas, sur le fond, c'était politique. Mais les gens après confondent aujourd'hui politiciens et politique parce que vous parlez de politique dans une œuvre de l'esprit ou dans une performance que vous êtes forcément engagé politiquement. Donc moi j'ai trouvé ça dommage en fait qu'il ne n'aille pas jusqu'à l'affirmation claire d'une pensée sur le monde. Je veux dire, c'est quand même pas interdit aujourd'hui d'avoir une pensée sur le monde, fût-elle conservatrice, progressiste, anti ou pro, ce que tu veux. Donc voilà, j'ai pas trop compris et en réalité je pense que voilà, cette mise en scène encore une fois elle était profondément politique. Moi je partageais pas spécialement d'ailleurs le style, on en avait parlé sur la station, mais il fallait l'assumer complètement jusqu'au bout quoi. J'ai moi pas vu la cérémonie. Par contre, je l'ai beaucoup lu dessus par la suite. Ça m'a choqué de voir l'étendue, l'ampleur du phénomène, la dureté également des prises de position, souvent très caricaturales. On peut la trouver de mauvais goût. Les 5 minutes que j'ai vues m'ont pas franchement impressionné sur le plan esthétique, ni sur l'inspiration. Ça, c'est autre chose. De là, en tirer des conséquences politiques, idéologiques, ou venir essayer de recoller artificiellement un discours politique, ça m'a pour le coup assez choqué et ça m'a amusé un peu parce que souvent ceux qui le font sont les premiers à dire que le sport ne doit pas être politique. Et en fait, Tom et Loïc, mon propos portait sur la couverture de Valeurs Actuelles, France Rugby, avec les deux photographies. Mais en revanche, ça me semble quand même assez évident qu'il y a eu vraiment une dissociation par rapport à l'Univers Actuel, parce que pour le coup, Valeurs Actuelles est quand même un journal très engagé, donc ça paraît quand même assez logique de ne pas associer la France du rugby à Valeurs Actuelles. Absolument, merci beaucoup. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Et ce sont 3 mots, sont transition, fermeté et recherche, Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Voiture électrique, rénovation des logements, remplacement des chaudières au gaz. Elisabeth Borne présente les contours de sa planification écologique à des responsables de partis politiques peu convaincus à la sortie. Lui dénonce le tourisme électoral de l'extrême droite à Lampedusa. Gérald Darmanin se rend à Rome pour un message de fermeté face aux traversées clandestines de migrants. Et puis utiliser les pinces des araignées mortes ou bien encore analyser automatiquement le contenu des toilettes avec reconnaissance automatique de l'utilisateur. Les prix Ignobel récompensent les recherches les plus étonnantes et les moins ragoûtantes. Les vraies voix Sud Radio. Les annonces concrètes attendront une prise de parole d'Emmanuel Macron vers le 25 septembre. Mais en attendant, la Première ministre présentait tout à l'heure les grandes lignes de la transition écologique du gouvernement aux responsables des principaux partis politiques. Accélérer sur les voitures électriques, rénover plus de logements, ralentir sur les chaudières au gaz. Les responsables de partis sont ressortis plutôt sceptiques, à l'image d'Olivier Faure pour le PS, de Mathilde Androuette pour le RN, puis de Marine Tondelier pour Europe Écologie Les Verts. Il faudrait un plan qui prenne en charge aussi un volet fiscal qui vienne chercher chez toutes ces grandes entreprises, toutes ces grandes fortunes qui aujourd'hui continuent à surinvestir dans des projets climaticides. Les mêmes travers et les mêmes écueils que les politiques européennes, à savoir le refus d'opérer une vraie rupture avec ce qui est peut-être la plus grosse charge polluante dans notre monde, à savoir le libre-échange. On a pu aborder cette planification écologique, donc moi je salue le travail des équipes de l'État qui ont travaillé là-dessus parce que c'est un constat qui est très complet, très lucide et assez inédit. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que la planification, les réunions ne servent à rien s'il n'y a pas d'action. De son côté, Éric Ciotti pour LR était surtout venu parler des prix des carburants, disant tout le mal qu'il pense de l'annonce d'hier, la possibilité de vendre à perte pour les stations-service. Ce qu'il faut, c'est baisser les taxes qui pèsent et qui pénalisent
aujourd'hui les consommateurs, les usagers, des Français modestes qui sont obligés de prendre leur voiture pour travailler et qui subissent aujourd'hui ce poids. Des propos recueillis par l'agence France Presse dans la cour de Matignon tout à l'heure. Philippe Bilger, sur l'écologie, est-ce que quelque part, c'est pas un dialogue de sourds et que de toute façon, on est pris par les applications européennes qui signent des traités de libre-échange avec tout le monde et qu'on peut pas changer grand-chose parce qu'on fait moins de 1% de la population mondiale? En même temps, j'aurais mauvaise grâce, moi qui ne connais à peu près rien à l'écologie et qui me rend compte parfois que je suis un écologiste au quotidien pour des raisons évidentes d'économie. J'aurais mauvaise grâce à reprocher à Elisabeth Borne de proposer un plan, même restreint. Ça me paraît une avancée très relative. Moi, le problème, c'est que je pense que la cause est tellement importante qu'il ne faudrait pas répéter les mêmes erreurs qui sont souvent commises dans ce pays lorsqu'il s'agit de réformer, c'est-à-dire de tout bureaucratiser. Aujourd'hui, les gens associent écologie à bureaucratisation et du coup, c'est un vrai problème pour la lisibilité ensuite. Un mot sur l'écologie. Ce qui me déplaît moi aussi, c'est ce côté punitif systématique. C'est-à-dire qu'on vient assommer les Français de taxes, de réformes, de réglementations, et c'est souvent en général les mêmes qui payent le prix. C'est-à-dire on veut interdire les chaudières en gaz, ce sera en général les foyers les plus modestes qui auront du mal, les voitures, la même chose. Deuxième mot, le message de fermeté de Gérald Darmanin en Italie. Le ministre de l'Intérieur se rend à Rome en ce moment même auprès de son homologue italien pour adresser un message de fermeté face aux traversées clandestines de migrants. Voyage à la demande d'Emmanuel Macron suite à l'arrivée de 8500 personnes dans 199 bateaux sur l'île italienne de Lampedusa en début de semaine dernière. De notre point de vue, de ce que nous en savons des autorités italiennes, beaucoup doivent être accompagnés, puisqu'encore une fois, je comprends que sur à peu près 8000 ou 9000 personnes qui sont arrivées, il y a beaucoup de gens qui viennent de pays qui ne connaissent pas de persécution politique. Ni au Cameroun, ni en Côte d'Ivoire, ni bien sûr en Gambie, et donc ni en Tunisie. Et donc ces personnes, bien sûr, doivent repartir dans leur pays. Et donc ce que nous devons dire à nos amis italiens, qui je crois sont parfaitement d'accord avec nous, nous devons protéger les frontières extérieures de l'Union européenne, les aider à cela, et surtout tout de suite regarder les demandes d'asile, et quand les gens ne sont pas éligibles à l'asile, tout de suite les renvoyer dans leur pays. Le ministre de l'Intérieur chez nos confrères de CNews ce matin, Gérald Darmanin, aussi qualifié de tourisme électoral les positions du RN et de reconquête sur ce dossier de Lampedusa. Philippe Bilger sur Lampedusa. La lutte entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen se continue. Ouais, c'est ça. D'accord avec ça. Ouais, moi je pense que je comprends toujours pas qu'il n'y ait pas de coordination plus forte au niveau européen, parce que si tout le monde se renvoie la balle, il se renvoie quand même des gens, parce que derrière il ne s'agit pas de renvoyer des machines à écrire ou des stylos ou des coques de téléphone, c'est quand même des gens. Donc je comprends pas qu'il n'y ait pas une politique commune qui soit beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible et qui empêche ensuite des drames humains et des absurdités de se produire. Les gars. Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On a un ping-pong médiatique, juridique, politique, humain qui s'instaure entre les différents pays de l'Europe. C'est regrettable, surtout qu'on se pose pas la question de la raison, de la cause et des moyens qu'on n'a peut-être pas mis au départ. Troisième mot, recherche, avec une drôle de cérémonie de remise des prix. Les prix Ig Nobel, un mélange de Nobel et de ignoble donc. The 33rd First Annual Ig Nobel Prize Ceremony is about to begin. Avant les vrais Nobel, une façon de récompenser les recherches les plus étonnantes. Des lauréats des vrais prix Nobel ont décerné d'ailleurs ces Ig Nobel, assortis de récompenses de 10 milliards de dollars zimbabwéens, soit une valeur proche de zéro compte tenu de l'inflation dans ce pays. Le magazine scientifique humoristique Les Annales de la recherche improbable ont donc présenté ces 10 lauréats. Parmi eux, le prix de chimie et de géologie pour un scientifique britannique qui travaille sur ces géologues du XVIIIe siècle qui goûtaient les cailloux pour mieux les identifier. Le prix de médecine nous apprend que les cadavres ont 120 poils dans la narine gauche en moyenne contre 112 seulement dans la narine droite. L'Ignobel de littérature pour une équipe qui travaille sur l'affaire cérébrale du fait de se répéter plein de fois un même mot jusqu'à en perdre son sens. Vous savez, quand vous répétez plein de fois un mot et que vous savez plus ce qu'il veut dire. Pour le prix d'ingénierie mécanique, une équipe américaine a réanimé des araignées mortes pour pouvoir utiliser leurs pattes comme des pinces, autrement dit transformer ces araignées mortes en robots. Allez, on termine par les toilettes pour analyse fécale automatique. C'est l'université américaine de Stanford qui s'est distinguée avec ce prix de santé publique, donc pour ces toilettes capables d'analyser rapidement les selles et même de reconnaître automatiquement l'utilisateur, comme la reconnaissance faciale finalement, mais par le bas. Extraordinaire. La science comme l'argent n'a pas d'odeur. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est troublant cette information. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. Merci à vous. Dans un instant, on va revenir sur forcément ce cas de harcèlement et ce courrier qui a été envoyé aux parents de
de ce jeune garçon qui s'est suicidé à Poissy. Notre invitée Catherine Jacquet est avec nous, vice-présidente de l'association Marion La Main Tendue. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Sommes-nous dans une énième version du pas de vague selon vous ? Malheureusement oui, et c'est bien triste de voir qu'on est encore en train de se battre contre ce fléau qui ravage nos enfants. Eh ben, vous restez avec nous, on en parle dans quelques instants. Vous voulez témoigner, 0826 300, c'est un sujet important. On vous attend au standard avec Philippe Bilger qui est avec nous, avec Loïc Guérin et avec Tom Conan. Voilà, j'ai un problème de mémoire. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, cette plateforme d'opinion, de débat. Vous pouvez débattre. 0826 300 300. Aude vous attend, bien entendu, avec Philippe Bilger, aujourd'hui président de l'Institut de la Parole. Loïc Guérin, avocat pénaliste, et Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Bien sûr, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce courrier est une honte. Une honte. On ne peut pas parler à des parents en souffrance qui cherchent de l'aide et un soutien de cette façon. Ça montre vraiment comment le système éducatif à tous les niveaux est complètement grippé, tétanisé et du coup choisit de l'agressivité dans certains cas pour répondre aux parents qui cherchent de l'aide. La réalité, c'est que ça fait des années qu'on dit aux enfants, parlez-en, on vous aidera. Là, Nicolas, il a parlé, on n'a pas aidé. C'est une honte d'avoir ce type de réaction administrative à un drame que vit une famille. Cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. C'est donc une tragédie qui suscite forcément l'indignation. Cet adolescent de 15 ans qui s'est suicidé à Poissy, malgré les appels à l'aide de ses parents qui avaient prévenu l'école du harcèlement qu'il subissait. Le rectorat avait donc appelé la famille par lettre à une attitude constructive et respectueuse, je cite, tout en soulignant les conséquences d'une fausse dénonciation. Un courrier qualifié de honteux par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Un courrier qualifié de honteux et que toute la France a lu puisqu'il est passé ce week-end sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que pour vous, l'Éducation nationale doit sanctionner le ou les auteurs du courrier? Est-ce que vous craignez qu'on revienne dans la bonne vieille rhétorique de l'Éducation nationale, responsable mais pas coupable, et que ça va passer par pertes et profits? Vous avez été victime de ce type de comportement de l'Éducation nationale? Appelez-nous au 0826 300 300. Avec notre invitée, Catherine Jacquet est avec nous, vice-présidente de l'association Marion, La Main Tendue. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Ce courrier de la honte, dit Gabriel Attal, en dit long sur la gestion du harcèlement scolaire. Oui, alors Cécile, Philippe, on pourrait évidemment faire l'inventaire de toutes les tragédies qui se déroulent depuis des années. En même temps, une institution, c'est horrible ce que je veux dire, mais je le pense profondément, une société n'avance de manière perverse qu'à coup de tragédie. Et j'espère que cette fois-ci, compte tenu de l'émotion absolue qui nous a tous saisis avec le suicide de cette jeune Marie, que la mise en cause de la rectrice de Versailles... C'était pas Marie, hein? Non, mais là, c'est l'association Marion La Main Tendue, mais c'est un garçon. C'est un garçon, mais bon. Parce que c'est celui de 15 ans. Oui, c'est le petit garçon de 15 ans. Mais d'accord. En tout cas, oui, c'est ça, absolument. Ah oui, c'est ça. Et donc, la mise en cause du directeur d'affaires juridiques va apporter quelque chose dans la mesure où nous avons un ministre qui fait absolument le contraire, heureusement, de ce qui a été la politique d'avant. Et donc, mais carrément les pieds et l'intelligence dans le plat, en nommant les choses, en les dénonçant, et j'espère qu'il ira au bout. Effectivement, moi, je trouve la réaction d'Attal, elle était quand même très appropriée, mais c'est vrai qu'en pratique, ce genre de choses, moi, ça m'a pas du tout étonné. Les problèmes de ce type-là sont souvent gérés en fait de manière immédiate sur le terrain, si j'ose dire. Lorsque les personnes ont la possibilité d'agir, ils le font, mais il y a pas d'instance directe, il y a pas de résolution de conflit qui est possible dans l'instance de l'établissement en tant que tel. Donc soit effectivement vous avez une grande gueule, soit vous avez des gens qui peuvent vous soutenir et là vous pouvez vous défendre éventuellement en groupe et faire pression, soit vous êtes seul et souvent c'est bien souvent le cas et là vous avez personne d'autre pour appuyer entre guillemets vos revendications.
Loïc Guérin, oui. Je suis évidemment d'accord avec ce qu'il vient de dire, bien sûr. Ma seule crainte, mais c'est peut-être l'avocat pénaliste en défense qui réagit, c'est qu'autant il faut effectivement que les responsabilités soient dessinées, qu'on aille au bout. Si responsabilité il doit y avoir évidemment des sanctions. Je veux par contre éviter que le monde politique nous en sorte vite en montrant 2-3 boucs émissaires qui effectivement doivent voir leurs responsabilités engagées, mais qui ne doivent pas servir de simplement bouc émissaire pour oublier et qu'on reprend les mêmes méthodes et on continue. Ce que j'aimerais, c'est que ça serve aussi, et vous le disiez, je vous rejoins là-dessus, d'exemple à ne pas suivre, là où on peut concrètement, en réel politique, corriger pour que ça n'arrive plus. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète et ce que je veux voir arriver. Alors Catherine Jacquet, vice-présidente de l'association Marion la main tendue, malheureusement vous avez vécu ce drame vous aussi. Quand vous lisez ce courrier, quand vous regardez forcément la séquence, j'imagine que ça résonne chez vous. Alors c'est pas moi qui ai vécu ce drame, c'est notre délégué général. Oui. Enfin, quand je dis vous, c'est l'association. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on a développé cette association. Ce courrier, c'est le courrier de la honte, comme l'a dit le ministre. C'est intolérable, c'est insupportable en fait pour les familles déjà de Nicolas et puis pour tous les parents, parce que effectivement, on se dit le harcèlement. C'est quoi? Ok, on en entend parler depuis un bon moment, on a identifié, il y a plein de choses qui ont été mises en place, mais finalement c'est toujours là et ça s'intensifie, 5 décès au début de l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand on s'adresse à l'institution, on n'est pas entendu. Donc il y a une dérive qui est totale et une inquiétude au niveau des familles qui est très importante. Ouais. Il y a Philippe Bilger, la sanction, mais d'abord il y a la prévention et la gestion de l'information. Oui, mais la prévention, elle doit exister, bien sûr, mais je pense que pour répondre très directement à la question de Sud Radio, que là, nous avons la possibilité d'édicter, de faire en sorte que des sanctions soient appliquées, évidemment en respectant les règles d'une bonne justice, parce que à l'évidence, ce qui est reproché à cette hiérarchie, aussi bien au niveau du rectorat qu'ailleurs, c'est non seulement une indifférence totale à la tragédie qui lui est signalée, mais je dirais plus globalement une indifférence qui est coupable. Lorsqu'on a des êtres, des rectrices ou autres, qui agissent de la sorte dans un univers qui appelle de l'humanité, c'est grave. Vous êtes d'accord, Loïc Guérin? Vous avez déjà défendu, vous, des victimes de harcèlement scolaire? Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail malheureusement, mais j'ai justement un dossier qui est au bureau et qui concerne la même académie. Et qui en est au tout début et où effectivement on a un peu le sentiment que ça... Alors l'académie n'a pas été saisie pour l'instant. Donc je ne rentrerai pas plus dans les détails, bien sûr. Mais j'ai une difficulté aussi, c'est que j'ai l'impression, là encore, que c'est pas tout à fait pris en compte au même titre que ça devrait, au regard de ce qu'on connaît au quotidien. On a un peu l'impression qu'on s'adresse à des murs. Ça peut servir de jurisprudence si l'affaire... Oui. Bien sûr. Oui. Mais après, en fait, quelles sont en fait les bonnes méthodes derrière? Parce que comment est-ce qu'il faut faire pression? Moi, je connais une personne qui est confrontée à un problème un peu de ce type-là pour une personne de sa famille. Non, mais c'est terrible ce que vous dites. Comment il faut faire pression? C'est quand même dingue. En fait, c'est ça. En fait, concrètement, c'est des gens qui sont qui sont pas en situation de pouvoir se défendre, qui sont face à des groupes de personnes potentiellement violents, menaçants, etc. En plus, c'est à des âges où parfois on a honte, on n'a pas confiance en soi, on se dit que c'est peut-être de notre faute, etc. Donc en fait, il y a tous ces gros problèmes d'autocensure, on pourrait dire, qui peuvent exister. Donc après, il y a ceux qui en parlent aux parents, ceux qui prennent l'administration, et puis il y a tous ceux qui ne font rien et qui sont face à leurs problèmes et qui reviennent chez eux tout seuls, face à un mur, en effet. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Et Véronique des Yvelines, une réaction. Rebonsoir Véronique. Bonsoir. Tout ça, c'est très désolant. Enfin, moi, ça me touche personnellement. Moi, dans tout ce que j'ai dit, c'est que pour moi, c'est que c'est pas la lettre, c'est pas une lettre, un cas isolé. C'est souvent c'est des lettres qui sont souvent envoyées menaçantes aux familles pour qu'ils ne portent pas plainte. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, que même des commissariats refusent de prendre les plaintes des parents. Ça, il faut le savoir, parce que je travaille, mes enfants sont dans une association sportive avec une éducatrice qui est très consciente à cela. On vous entend plus. Véronique, on vous reprend dans un instant, vous bougez pas. 0826 300 300 avec Adam qui est avec nous, qui nous appelle de Nancy. Bonsoir Adam. Bonsoir Adam. Bonsoir. Alors vous avez été
professeur d'histoire géo et vous avez démissionné, c'est bien ça? C'est bien ça. Racontez-nous, c'était suite à des problèmes de harcèlement non gérés? Pourquoi? Pas du tout. C'est ce que j'expliquais à l'instant. En fait, c'était vraiment l'univers dans lequel je grandissais, dans lequel j'exerçais ma profession. Donc, que ce soit mes collaborateurs, que ce soit le rectorat, les inspecteurs académiques, c'était, disons, très anxiogène. On pensait plutôt, voilà, c'est ce qu'on nous expliquait lorsque je faisais mon master et que je passais mon CAPES, qu'on avait quand même, malgré tout, il y avait un programme à suivre, mais qu'on avait une liberté d'action. En gros, sur la méthode d'enseignement, la pédagogie. Et surtout, moi, sur l'historiographie. Et en fait, on s'est rendu compte de plus en plus que j'avais plusieurs de mes confrères qui étaient dans le même cas que moi, que en fait, on est rodé, on a l'impression d'être dans une secte, clairement. Et si on sortait clairement des rails, des clous, si on sortait des sentiers battus, c'était, on se faisait beaucoup, on va dire. D'accord. Donc vous, la notion de pas de vague, vous étiez à fond dedans, c'est ça? J'ai pas entendu, pardon. Oui, la notion de pas de vague, vous étiez, clairement, d'accord. Voilà. Clairement. Et il y a eu plusieurs. Ouais, excusez-moi. Non, c'est parce qu'on a pas mal d'appels au standard. Vous restez avec nous, Adam, 0826 300 300. Sarah qui nous appelle du Gard. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir à tout le monde. Oui, je voudrais témoigner également parce que votre sujet est brûlant, il y a énormément de problèmes. Mais le problème numéro 1, c'est ce que soulevait quelqu'un tout à l'heure, c'est la surdité complète des services administratifs, aussi bien envers les enseignants, ce que disait mon collègue, et aussi bien envers les parents. C'est très révélateur. Vous allez dans un rectorat, il y a des murs de verre entre vous et les gestionnaires ne descendent pas. C'est la seule administration où vous n'avez jamais aucun contact avec un gestionnaire. Et les parents non plus. Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut absolument que les parents se regroupent. Et ils ne se regroupent pas. Souvent, ils se plaignent individuellement, mais ils ne s'unissent pas. Et les enseignants non plus. Les syndicats ont plus tellement d'impact. Et donc, on est tous livrés à nous-mêmes. Et là, il est urgent de se réunir et de faire pression, comme vous disiez tout à l'heure, parce que c'est scandaleux ce qui se passe. Personne n'écoute personne. Il y a des gens qui sont en libre, qui font n'importe quoi. Restez avec nous, Sarah. Restez avec nous. Vous disiez tout à l'heure, Tom Conan, voilà, on était dedans. Je réagissais en disant c'est dingue d'être obligé de faire de pression. Et en fait, c'est ce que les professeurs demandent, en disant que les parents doivent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes il y a des CPE, je veux dire, il y a plein de personnes qui sont en charge de questions qui sont éminemment importantes. Donc les problèmes, entre guillemets, sont formellement gérés et connus. Mais il y a une bureaucratisation. D'ailleurs, c'est un peu un mal de ce pays qui est un peu général, mais ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste. Qui ne concerne pas que l'éducation nationale. Évidemment, et qui dit bureaucratisation dit, ça veut pas dire que, encore une fois, l'administration ne joue pas son rôle, mais qu'elle le joue d'une manière qui est tellement séparée, on pourrait dire, d'une espèce de base de rapport effectivement direct avec les gens, avec les administrés, avec les citoyens, in fine, qu'effectivement les problèmes ne remontent pas de manière complète et efficace. Mais je crois que là, nous avons l'exemple parfait qu'on a déjà connu dans d'autres domaines, par exemple judiciaire. L'erreur française considère que l'exemplarité professionnelle peut être dissociée de l'humanité. Alors que la véritable compétence, où que ce soit, et encore plus dans le domaine du harcèlement et de l'éducation nationale, est absolument pas dissociable de l'humain. Catherine Jacquet, vous avez entendu, on a des auditeurs dans les Yvelines, un ancien prof à Nancy qui a démissionné, Sarah dans le Gard, qui est enseignante. On a l'impression que l'éducation nationale partout en France, parce que là c'est vraiment un peu 3 points très éloignés en France, on a l'impression que c'est une sorte d'état dans l'état, les rectorats, une omerta, en fait. Une omerta, voilà, un état dans l'état dans lequel règne une omerta. Est-ce que vous pensez que Gabriel Attal, parce que beaucoup de ministres, et pas seulement à la rue de Grenelle, se sont heurtés à la haute fonction publique, est-ce que vous pensez que Gabriel Attal peut mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire changer les choses? C'est un ministère qui est très compliqué. Effectivement, on a beaucoup travaillé aux côtés de Jean-Michel Blanquer, qui a œuvré, qui a fait beaucoup de choses parce qu'il était issu de cet univers-là. C'était quand même une carte importante qui venait de la DGESCO, qui est l'unité opérationnelle du ministère. C'est la Direction générale de l'enseignement scolaire. Exactement. Gabriel Attal semble très courageux et très volontaire. Il connaissait le sujet, donc on attend beaucoup du plan ministériel qu'il va proposer. Après, on parle de quoi? On parle d'une réforme du ministère, on parle d'un changement radical de la structure de l'éducation nationale avec l'évolution de la société, les montées en puissance des violences.
le système n'est plus adapté. Il y a des manques, il y a des besoins en nombre de professionnels, hein, parce que de moins en moins d'adultes, ça implique de plus en plus d'anonymat des élèves, donc on ne peut pas suivre des cas, des problématiques individuelles. Il y a demain une prise en charge de la santé à l'école. C'est un sujet qui n'est pas abordé chez nous, et pourtant un service de santé à disposition de notre institution est extrêmement important pour protéger nos enfants, c'est-à-dire une prise en charge immédiate dès que des comportements antisociaux entre élèves se développent. Il y a tout ce qui tourne autour des compétences psychosociales, c'est-à-dire le bien-être de l'enfant, l'estime de soi, la manière dont on peut se positionner dans un groupe. On n'en parle pas, ça ne fait pas partie des apprentissages, et pourtant ça fait partie du bien grandir de l'enfant. Catherine Jacquet, restez avec nous, puisqu'on a un pénaliste et un avocat. Parce que beaucoup de harcèlement se fait en marge de l'école, c'est-à-dire devant l'école et pas à l'école. Quelle est la responsabilité, quelle peut être la responsabilité de l'école de se dire, nous on sait que sur le parvis de l'école, il y a du harcèlement. Est-ce que là aussi ils doivent intervenir? Et je vais aller plus loin. Sur l'humain dont évoquait Philippe Bilger. Et je vais en remettre une louche après Cécile. Il y a même des parents qui attaquent TikTok suite à un problème de harcèlement sur la plateforme de vidéos. Ah, c'est une question complexe parce que ça dépend si vous poursuivez l'établissement, qui est un établissement public, qui agit sur délégation de l'État et qui donc a une immunité pénale, en tout cas pour le pénal. Les fonctionnaires, c'est différent. S'il y a une défaillance qui peut être attribuée personnellement à un fonctionnaire, peut être poursuivi pénalement. Ça, c'est la réponse un peu juridique. Après, en pratique, je ne pourrais pas vous répondre en toute honnêteté sur un départage entre événements au sein du collège, lycée, ce que vous voulez, et juste à l'extérieur aux barrières. On imagine fort que la responsabilité serait engageable si vous êtes aux abords de l'établissement, et je crois d'ailleurs que c'est le cas juridiquement. Mais une question dont j'ignore la réponse, on porte plainte contre l'enfant ou contre les parents ? En réalité, civilement, ce sera les parents. L'enfant, ça dépend de son âge. Il y a un droit français qui est extraordinairement complexe en matière de droit des mineurs. Ouais. En dessous de 13 ans, grosso modo, il n'y a pas d'irresponsabilité pénale, mais presque de fait. Au-delà de 13, ça s'accentue un petit peu avec l'âge, et à partir de 16, on peut être considéré comme majeur. Mais donc quand on part du principe que 700 000 enfants sont harcelés chaque année, c'est les chiffres de 2020, et visiblement ils ont augmenté. Philippe Bilger, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, forcément, dans la loi ? Il faut bien voir, heureusement, Cécile, que tous les harcèlements ne sont pas de même nature. Mais ce que vient de dire Loïc Guérin est très vrai. Ce qu'on constate, c'est la sécheresse de la bureaucratie, ça c'est très clair, et d'autre part, souvent, c'est un cumul d'indifférence. C'est-à-dire, le professeur voit la chose, il ne dit rien. Ce sera le rôle du professeur qui lui-même ne dit rien, et ainsi de suite. Voilà. C'est dramatique, ça n'existe pas que dans l'éducation. Et surtout, c'est effectivement profondément inadapté au monde d'aujourd'hui. Le monde a quand même profondément changé, et c'est des structures qui, je pense, semblent en tout cas inadaptées de ce qu'on en dit, et de ce que j'en lis également. Et donc, effectivement, qui fonctionnent de manière extrêmement verticale, alors que ces problèmes-là, sans filer la métaphore, mais sont quand même très horizontaux, au sens où c'est vraiment des élèves près du même âge qui sont confrontés à des problèmes de ce type-là, et donc l'administration de ce point de vue-là est un monstre froid, inadapté à la prise en compte pertinente de ces problèmes. Alors, très rapidement, mais je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le vrai problème, le problème fondamental, c'est que par-delà l'institution, ce sont les humains qui l'incarnent qui peuvent faire la différence souvent. C'est vrai. Absolument. Catherine Jacquet, le mot de la fin. Espoir quand même, au moins ce mot. Espoir, oui, on attend beaucoup du plan. Le harcèlement, juste pour reprendre un petit mot, effectivement, il n'est pas que dans l'école, c'est le harcèlement tout court, il est sur le chemin de l'école, il est dans le bus, il est dans les centres de loisirs, il est dans le centre sportif. Donc il faut prendre en main très très urgemment le sujet, et on attend beaucoup de notre ministre pour action et réaction. Merci mille fois Catherine Jacquet, vice-présidente de l'association Marion, la main tendue. Merci Adam, merci Sarah, merci Véronique. Continuez de nous appeler 0826 300 300 dans quelques instants, un peu de légèreté, puisqu'on va jouer à ce que disent, à découvrir qui l'a dit. Et là, c'est une autre paire de manches. Exactement. Les grands esprits se rencontrent. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur Sud Radio et vous allez y rester parce qu'on a une proposition à vous faire avec Philippe David. On vous propose d'effacer toutes les autres radios. Voilà de la bande. Vous montez dans votre voiture, vous effacez tout, et dès que vous montez dans la voiture de quelqu'un, vous mettez Sud Radio. Voilà. La cancel radio. Là, on est pour. Quel beau projet. Cécile m'a converti au wokisme. Ouais. C'est notre petit côté dictateur. On aime bien. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On
est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous, Loïc Guérin, qui est avocat pénaliste, et Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Et tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Il est bon ce quiz de l'actu. Et Véronique est avec nous des Yvelines. Véronique, est-ce que vous êtes prête à jouer? Oui. Voilà, sachant que je vous rappelle, Véronique, c'est vous qui répondez en premier. Même si vous n'avez pas la bonne réponse, à ce moment-là, ce sont nos vraies voix qui peuvent s'entre-acharner, si je puis dire. Donc on démarre tout de suite avec une question. Qui c'est qui l'a dit? Au sujet de la hausse des prix de l'électricité, je cite, j'accuse Bruno Le Maire de haute trahison. Ruffin. Non. Marine Le Pen? Non. Non. Non, c'est un ancien candidat à la présidentielle. Un ancien candidat présidentiel. Édouard. Non. Pas Mélenchon. Non. Plutôt de l'autre côté de l'échiquier politique. Oui. Jadot? Non. Plutôt de l'autre côté. L'autre côté. Philippot? Non. Non. Mais s'il fallait. Marine Le Pen. Non. J'ai dit. Alors. Il a le même prénom que Hulot. Oui. Nicolas Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, bravo, Tom Conan. Qui c'est qui l'a dit? Pas de point. On a perdu 1 minute 30 sur cette bêtise. Qui l'a dit? Si j'étais au pouvoir, pas un seul migrant n'arriverait. Véronique. Allez. Ah là. Dites n'importe quoi. Non, Marine Le Pen. Non. Zemmour. Bonne réponse, Éric Zemmour. Bonne réponse de Tom Conan. Tom Conan, écoutez bien. Il est réveillé, Tom. Oui, je te remercie. Enfin, ça fait 2 ans, là il est réveillé. Bravo. Allez, qui c'est qui l'a dit? Les transports gratuits, ça marche et c'est efficace. Véronique, il a fait la fête ce week-end. Oui. Roussel. Pardon. J'ai rien dit. Allez, Véronique, vite. Vous donnez votre langue au chat. Allez. Édouard. Non. Philippe Bilger a dit le nom. Fabien Roussel. Fabien Roussel. Ouais. Allez, qui c'est qui l'a dit? Je te mens. Non, Fabien Roussel, tu ne gagneras pas avec un steak. Non, c'est à Véronique. C'est une femme. Véronique. Mais je réfléchis tout de même. Oui. Je dirais Borne. Non. Rousseau. Bonne réponse. Il a été plus rapide. Tom Conan. Absolument. Sandrine Rousseau. Oui. Voilà. Qui c'est qui l'a tweeté? Écoutez bien, pour répondre au steak de Sandrine Rousseau, cette personne a dit: on est tenté de lui faire remarquer qu'ils ne gagneront pas non plus avec une quiche, même aux légumes. Véronique. Ruffin. Non. Jadot? Non, un homme qui est un peu retiré de la politique, même beaucoup. Quelqu'un qu'on connaît bien, dont on connaît bien l'anatomie. Oui. Quelqu'un qui a pris les choses en main, on peut le dire. Si je puis dire. Réponse de Philippe Bilger. Benjamin Griveaux. Et dernière question, allez, Philippe. Qui c'est qui l'a dit? Au sujet du policier lynché et défiguré à Stein, il n'y a pas de territoire perdu de la République, il y a des territoires plus difficiles. Darmanin. Bonne réponse. Philippe Bilger a été trop rapide, je n'avais pas le droit de répondre. Mais oui, je suis coupable. Enlevez le point. Je suis coupable. Allez, c'est quoi qui a gagné? C'est Tom Conan. 2-2, Tom et Philippe à 2. Allez, Véronique, vous restez avec nous. Les amis, dans une petite dizaine de minutes, on reviendra sur votre tour de table. Le tour de table de Philippe Bilger, c'est quoi? Le tour de table, vous c'est demandez... Tom Conan, c'est quoi? Muriel Robin était victime d'homophobie dans le milieu du cinéma. Édouard Philippe à la fête de l'UMA, le vôtre. Pourquoi Édouard Philippe a-t-il dialogué? Et vous, Loïc Guérin? Et renvoi du ministre de la Justice devant la Cour de justice de la République. Eh bien, on en parle dans quelques instants. On fait une petite pause, le journal. On parle de rugby avec Lucien Gasparac. Et puis, on fera un petit bulletin météo. Et on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans cette deuxième partie des vraies voix avec Philippe Bilger qui est avec nous. Mon cher Philippe, comment ça va? Ils sont gentils. Ah bah tant mieux. Loïc Guérin, notre avocat pénaliste préféré, ça va? Ça va, et maintenant on peut dire bonsoir, c'est sûr. Voilà, c'est sûr, c'est officiel. C'est bien de marquer le... Voilà. Tom Conan, auteur de Pollution chez Albin Michel.
Bonsoir. Ils ont. Bonsoir. Emma, bonsoir. Non, c'est bonsoir. Il a une forme d'exaltation extraordinaire. Non, mais je trouve que c'est le bonsoir. Vous venez plus aux soirées, dites-nous. Et ça tombe bien. D'être là parmi vous finalement. Mais je vous l'avais pas demandé. Non, je plaisante, bien sûr. Allez, on vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. Vous intervenez quand vous voulez. Allez, tout de suite, c'est le Top Click de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et le nom de Fabien Roussel fait partie des plus discutés ce soir sur Twitter, Philippe. Oui, la fête de l'humanité n'aura pas permis à la gauche de se réconcilier, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dois être trop vieille pour la politique de maintenant, écrit l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot. Mais faire des blagues sur le tremblement de terre d'Haïti, 280 000 morts, plus de 300 000 blessés, je trouve ça ni drôle, ni disruptif, ni malin. Alors, ce qui cause le courroux de Cécile Duflot, c'est cet extrait d'une interview donnée par le patron du PCF à Libération. Je le cite. « J'ai encore mangé une bavette aujourd'hui. Ça va brûler en Afrique. Sans parler des riz de veau que j'ai mangé à Chalon. Ça vaut bien un tremblement de terre à Haïti. » Réaction de Martine Billard, une proche de Jean-Luc Mélenchon. Se dire communiste et s'amuser à faire des bons mots sur le dos des malheurs des peuples. Honte à Roussel. Autre tweet indigné signé Jade Beniguel. Il partage une photo prise à la fête de l'humanité ce week-end. On y voit Fabien Roussel hilar devant une camionnette estampillée Vegan Merguez Party. Le camarade Fabien Roussel prend ironiquement la pose devant le stand de L214, écrit cet internaute de gauche. Camarade écrit d'ailleurs avec des guillemets. Et il poursuit. Son mépris constant de la condition animale et des militants et des militantes de l'association est répugnant. Publication retweetée d'ailleurs par le député insoumis tendance écolo-vegan Aymeric Caron. Comme en apothéose de ces débats culinaires sur la viande, il y a aussi ce coup de gueule très commenté de Sandrine Rousseau lors de cette fête de l'UMA. Non, non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Par contre tu gagneras. Parce que ensemble nous aurons compris que le monde sur lequel nous vivons est en train de basculer. Sandrine Rousseau ovationnée pour avoir dit que Fabien Roussel ne gagnerait pas avec un steak. La séquence provoque ce commentaire sarcastique de Mehdi Haïfa sur Twitter. À côté, le discours d'André Malraux, c'est du pipi de chat. Philippe Bilger, c'est vrai qu'ils ne vont pas passer leurs vacances ensemble à la DPS quand on voit les réactions. L'argument du steak qui est ridicule. Je ne connaissais pas le ton avec lequel elle a dit cette absurdité. Mais Fabien Roussel, rien que ce qui lui est reproché, le fait remonter en permanence dans mon estime politique. Le camarade Bilger vous donne la parole, camarade. Alors, je le rejoins, je suis assez atterré, mais quelque part, je me dis qu'on a une classe politique qui reflète très très bien la hauteur de vue qui marque un peu toutes les réformes judiciaires qu'on voit passer chaque mois. Oula. Non mais effectivement ça vole pas ou un putain, c'est vraiment affligeant. Ça va pas, ou pas pardon, mais c'est vraiment affligeant. Mais non mais en fait on se demande effectivement c'est l'arroseur arrosé, lequel est le plus stupide, celui qui émet le message absurde, celui qui commande de manière absurde. Je ne sais rien, mais en tout cas c'est pas très intéressant. Allez, affaire suivante, comme dirait le pénaliste. Autre sujet, cette idée d'une eurodéputée écologiste, un permis spécial pour pouvoir conduire les SUV. Oui, c'est l'idée de Karima Deli. Le permis B ne suffirait plus pour conduire ces grosses voitures. Elle s'en expliquait chez nos confrères de France Télévisions. Il y a déjà des initiatives. Le maire Grégory Doucet, le maire de Lyon, a pris déjà des initiatives de taxer le stationnement selon notamment le poids du véhicule. Eh ben ça marche. Paris est en train de décider pareil. Moi je dis juste que les SUV sont une aberration écologique, c'est une aberration aussi énergétique, ça consomme énormément, c'est une aberration sur l'espace, mais surtout c'est une aberration sur la sécurité routière. Sa solution donc un permis B+, pour les voitures de plus d'une tonne 8 et seulement accessible ce permis B+, aux plus de 21 ans. Mais selon la proposition de Karima Deli, les jeunes titulaires d'un permis B pourraient quand même utiliser ce type de véhicule en cas d'urgence ou de raison professionnelle. Et moi j'ai envie de citer Georges Pompidou, qui répondait à un jeune secrétaire d'État qui s'appelait Jacques Chirac: arrêtez d'emmerder les Français. Oui, j'en ai vraiment assez qu'on emmerde les Français en général, les automobilistes en particulier, et à l'emmerdomètre, je crois, parce que maintenant ça va être le nouvel instrument de mesure, l'emmerdomètre, j'ai décidé de le créer, les écologistes seront au premier rang. Alors oui, il va falloir avoir plus de 21 ans et avoir son permis B pour au moins 2 ans pour pouvoir conduire un SUV. Question, que vont faire les jeunes qui ont un simple
le permis B et à qui leurs patrons, ou même s'ils se mettent à leur compte, vont devoir conduire des camionnettes qui peuvent faire pratiquement le double, c'est-à-dire jusqu'à 3 tonnes 5. On fait quoi? Ils doivent aussi passer le permis B+. Et puis tiens, il y a des berlines qui pèsent plus d'une tonne 8. Il n'y a pas que des SUV. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va peser chaque bagnole pour savoir si un tel a le droit de la conduire ou pas. On continue. Va-t-il falloir, pour ceux qui ont le permis B, passer le permis B+, pour avoir le droit, même s'ils ont 30 ans de permis, de conduire un SUV. Et enfin, puisqu'on est chez Uburois, est-ce que quand on a le permis poids lourd, il va falloir passer le permis B+, de Karim Adeli pour avoir le droit de conduire un SUV? Alors, les SUV, ça consomme peut-être un peu plus, mais je vais faire mon coming out, Cécile. Et ne me flagellez pas, s'il vous plaît. Non. Je roule en SUV turbo diesel et je consomme 6 litres au 100. C'est mon ordinateur qui me le dit. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'emmerder les Français. Parce que vraiment, on n'en peut plus. Merci beaucoup. Philippe David, à découvrir bien sûr sur les réseaux sociaux dans quelques instants. On va revenir sur ce qui s'est passé samedi soir à la suite d'un refus d'obtempérer. Là, un policier a été passé à tabac par une quinzaine de personnes. C'était à Stein, en Seine-Saint-Denis. Il aura fallu qu'un de ses collègues tire 5 fois en l'air pour faire fuir les agresseurs. Avec nous, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir Grégory Joron. La question, est-ce que les individus finalement n'ont plus peur de rien ni de personne? Je crois que c'est assez clair. Oui. Encore une fois, on découvre pas, nous, policiers, puisqu'on est, je pense, assez aiguisés là-dessus. Ils n'ont plus peur de rien ni personne, c'est une réalité. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, votre parole compte, c'est Sud Radio. Bienvenue sur cette plateforme d'opinion et de débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David. On est bien sûr ensemble, 0826 300 300. Philippe Bilger est avec nous, Loïc Guérin, avocat pénaliste, est avec nous, Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel aussi. Et tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, direction la fête de l'humanité, voulez vous poser la question de savoir ce qu'Édouard Philippe est allé y faire. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il y a eu un dialogue paraît-il, de très courtois et de grande qualité entre Édouard Philippe et Fabien Roussel. Ils se tutoyaient. On s'est beaucoup interrogé sur le point de savoir qu'est-ce que ça pouvait apporter à Fabien Roussel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Édouard Philippe y est allé. Je ne le lui reproche pas, mais est-ce qu'il y est allé pour faire de la promotion pour son livre que je suis en train de lire? Il n'y a plus riant comme livre, mais enfin, pourquoi pas après tout? Est-ce qu'il y est allé pour préparer 2027? Est-ce qu'il y est allé pour montrer à quel point il est capable d'être à l'aise avec une pensée qui n'est pas la sienne? Est-ce qu'il y est allé en définitive, si je cumule ses avantages, pour montrer à quel point il pourra être un bon candidat démocratique en 2027? Voilà, c'est des questions que je me pose. Et après tout, lui connaît la réponse, on la connaîtra peut-être plus tard. Il est peut-être très bon en com, mais après sur le programme, moi j'entends pas beaucoup de choses de sa part. Finalement, quelles sont les grandes lignes défendues par Roussel? Lisez son livre. Non, Édouard Philippe ou Roussel? Qu'est-ce que j'ai dit? Édouard Philippe. Il y a un point, la retraite à 67 ans. Non mais voilà, quels sont, pardon, je confonds les noms, mais voilà, c'est pas lisible. Moi, les quelques fois que je l'ai entendu, y compris dans des émissions qui duraient plusieurs heures, je me dis là, on va peut-être commencer à apprendre un peu quelle est l'idéologie, le fond politique de quelqu'un comme. Mais il n'y en a peut-être pas besoin, parce que pour l'instant, il est premier partout dans les sondages. Mais c'est quand même un petit problème, finalement. Si c'est pour faire une continuation de Macron, autant garder Macron, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc? Il y a des oppositions à l'égard de. Je suis un peu étonné aussi qu'on en fasse le successeur d'un président qui n'est pas spécialement populaire, puisque grosso modo c'est un peu la même politique, c'était la même chose, il était Premier ministre, il n'y a pas eu de divergence. Idéologiquement, si on parle d'idéologie, je crois que c'est déjà donné beaucoup à la classe politique, mais enfin le positionnement politique est identique. Je m'interroge simplement sur le renouvellement en faisant de la même chose. Oui, mais en tout cas, vous voulez... Allez-y. Oui, bien sûr. Ça n'est pas la même chose, Loïc. Quand on lit bien son livre, quand on suit de très près sa démarche, il glisse plus que des dissidences dans sa loyauté apparente.
Ouais. Ok. c'est un peu subtil. Non. C'est un opposant de l'intérieur. Oui, mais est-ce que le fait de se montrer comme ça, c'est aussi un rappel de se dire que je vais à la fête de l'UMA, c'est étonnant. Donc du coup, je me dis que c'est peut-être aussi d'aller chercher des voix. Et puis le fait de dire voix. qu'il a toujours voté communiste contre le RN, il n'est pas déjà en train d'essayer de récupérer les voix communistes pour le deuxième tour de la prochaine présidentielle? Ce serait pas très fair, alors qu'il est copain. Vous la politique, c'est toujours très fair, comme vous dites. Il prêtait des dessins d'une inélégance. Il a écrit Parlons vrai, cher ami. Loïc Guérin voulait parler du futur procès d'Éric Dupond-Moretti à la Cour de justice de la République. Oui, c'était un sujet que j'ai trouvé intéressant, objectivement intéressant. C'est une première sous la 5e. On a un ministre de la Justice qui va devoir faire face à des juges. Alors des juges qui ne sont pas que des juges professionnels, loin s'en faut, puisque c'est principalement des sénateurs ou des députés qui vont siéger. Mais néanmoins, c'est une première qui pose toute une kyrielle de questions contradictoires. Respect de la présomption d'innocence, donc pourquoi pas, je reste en poste. En même temps, je suis ministre de la Justice, donc je fais face aux gens qui sont soit dans le même camp politique, soit politiquement engagés à mes côtés ou contre moi, et avec des magistrats qui, hiérarchiquement, pour une partie en tout cas, sont sous mon contrôle. En termes d'image, ça pose question. En termes d'exemplarité peut-être aussi, et de conflit d'intérêts, me semble-t-il également, ce d'autant que ce sont des faits dans le cadre de ses fonctions professionnels et non pas pour des faits anciens qui n'ont rien à voir avec son activité de ministre. La parole est à monsieur le procureur. Loïc, et ça n'est pas de la flagornerie, a remarquablement synthétisé un certain nombre de problématiques qu'on va retrouver. J'ajouterais bizarrement que de manière un peu anticipée, on commence à mettre en cause, on l'a déjà fait, la CGR, la Cour de justice de la République, et parfois j'ai l'impression qu'on nous prépare finalement à l'exonération d'Éric Dupond-Moretti. Peut-être ai-je tort, mais on verra bien. C'est intéressant que l'instance existe tout de même. Ça permet même de se rafraîchir la mémoire sur son fonctionnement. Ça sera intéressant à suivre. Et justement, on verra si c'est en tant que tel une institution qui fonctionne. C'est un garde-fou efficace ou pas dans le cas présent. Mais une question, parce que les jurés, vous l'avez rappelé, il y a des magistrats professionnels et des parlementaires. Le prorata, c'est combien C'est 3 juges professionnels. Il y a 6 députés et 6 sénateurs. Donc ils sont très minoritaires. Ils sont très minoritaires et ça pose la question de la légitimité d'une juridiction comme celle-ci. Alors pour que les gens comprennent, elle est objectivement justifiée par un point, c'est la séparation des différents pouvoirs. Pour empêcher que le judiciaire ne vienne bloquer l'exécutif, donc le gouvernement. Donc l'idée de départ, elle se défend. Après en pratique, ça reste un peu gênant parce que ça fait justice d'exception et justice, entre guillemets, politique. Oui. Ça pique. Et la peine est décidée à la majorité simple, à la majorité des deux tiers. Comment ça marche ? Mais je pense que c'est à la majorité. C'est une question que je me pose. Vous posez des questions scandaleuses parce qu'on n'a pas la réponse. C'est bien, moi je profitais qu'on ait 2 éminents jurys. On avait dit vendu des spécialistes. Je parie que c'est Tom Conan qui a la réponse. Il y a certainement majorité. Il ne peut pas y avoir d'unanimité là-dedans, c'est sûr. Après, est-ce que c'est une majorité qualifiée ou pas ? J'avoue que j'ai pas vérifié. Le président a une voix prépondérante au cas où il y aurait une égalité. On avance sur le dossier. Le précédent cas, le dernier cas en date, c'était Christine Lagarde, il me semble, qui avait été entendue. Je ne sais plus quelle avait été la sanction au final et quel était le quorum, justement. Elle a eu un tout petit chose pour négligence. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça... Enfin bref, c'est pas le sujet. Allez, scandaleux. C'est un autre sujet. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite du tour de table de l'actu reviendra avec Tom Conan sur le passage de Muriel Robin chez Léa Salamé. 0826 300 300. N'hésitez pas forcément à commenter cette actualité qui vous concerne. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et nos 3 voix du jour. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, bienvenue sur Sud Radio. Il est 18h29. C'est une info importante. Je me devais de vous la dire. 30, Oui, presque 30. Autour de cette table. Philippe Bilger qui est avec nous, Loïc Guérin, avocat pénaliste, et Tom Conan, auteur de Pollution aux éditions Albin Michel. Allez tout de suite la suite du tour de table de l'actu des vraies voix avec vous, Tom. Et vous vouliez revenir sur le passage de Muriel Robin chez Léa Salamé qui expliquait qu'elle avait rencontré des problèmes à faire son métier. Oui, effectivement.
effectivement. Alors, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux, notamment lorsque l'émission est passée, et puis ensuite durant le week-end. En fait, elle s'est expliquée de manière quand même assez virulente et assez. Elle a été manifestement émue en considérant finalement qu'elle avait été discriminée pour résumer un peu sa pensée toute sa carrière parce qu'elle était homosexuelle. Et là, je veux quand même rappeler ces phrases qu'elles sont quand même très percutantes. Elle dit notamment: si on est homosexuel, on n'est pas désirable. Alors elle parle en tant que femme. On n'est pas pénétrable. Et si on n'est pas pénétrable dans le cinéma, on ne vaut rien. Alors évidemment, c'est extrêmement brutal, mais en fait, ça va quand même assez loin parce que elle mentionnait pas uniquement, disons, l'homophobie latente qui peut exister dans certains milieux, donc en l'occurrence dans le milieu du cinéma, mais ça allait bien au-delà en réalité. Et je trouve que justement, c'est cet au-delà qui est intéressant. En fait, ce qu'elle explique finalement, c'est que dans l'imaginaire collectif, finalement, on associe le glamour, on associe les stars de cinéma en l'occurrence à des modèles, à des icônes qui finalement doivent être hétérosexuels d'une certaine façon, sinon on a peut-être un peu du mal à justement les réifier, à en faire des icônes, à en faire des stars, etc. Et ensuite, pour étayer son argumentation, parce qu'elle allait quand même très loin, elle disait à Léa Salamé: citez-moi un contre-exemple. Et effectivement, apparemment, il n'y a pas de contre-exemple. Et les seules personnes, pourtant il y a beaucoup effectivement de personnes qui ont pu assumer fort heureusement leur homosexualité en tant que femme ou en tant qu'homme durant leur carrière. Néanmoins, effectivement, soit leur carrière s'est arrêtée tout net. Effectivement, il y a pas mal d'exemples de ce type-là. Ou alors, c'est des personnes qui étaient, comme on dit, dans le... Merde, j'ai plus l'argument. Il y a beaucoup de gros mots ce soir. Dans le placard, pardon, excusez-moi, on dit in the closet, voilà, dans le placard, et donc qui ne sont pas sortis effectivement du placard avant la fin de leur carrière, justement pour la préserver et pour continuer à avoir des rôles, entre guillemets, d'hétérosexuels à l'écran. Donc en réalité, c'est une vraie question, et le fait que personne n'ait vraiment été capable de donner de contre-exemples valide en effet la théorie de Muriel Robin. Alors, moi, je n'aime pas Muriel Robin, entendons-nous. Les propos qu'elle tient assez généralement, je n'ai pas aimé son attitude à propos de Palmade, je n'ai pas aimé ce qu'elle a dit là, Tom. Et je pense qu'elle a tort. D'abord parce que quand on regarde beaucoup de films français, il y a une multitude de scènes mettant en place, en lumière, des homosexuels. Donc, on pourrait dire que c'est une forme de compensation par rapport à ce qu'elle dénonce. Et ensuite, quand on regarde bien le cinéma américain, c'est faux. Il y a une multitude d'actrices qui se disent au moins bisexuelles et qui ont beaucoup de succès. J'ai des exemples dans la tête. Jodie Foster, mais qui est pas qui est plus mais il y a même, là vous datez un peu, mon cher Philippe, mais il y en a d'autres beaucoup plus récentes qui, dans les interviews, disent on est bisexuel, on est homosexuel, et elles ont du succès dans les films. Justement, ces contre-exemples, on va pas revenir dans chaque détail, mais elle cite par exemple Kristen Stewart, qui effectivement affirme aujourd'hui son homosexualité, sauf qu'elle a été très très connue en tant qu'hétérosexuelle dans un couple avec Robert Pattinson, donc justement elle est associée toujours à ça, donc elle a cette image glamour d'hétéro entre guillemets, et donc voilà, et depuis qu'elle a affirmé d'ailleurs entre guillemets cette sexualité-là, elle a de moins en moins de rôles au cinéma, faut quand même regarder ça. Il y a aussi l'acteur de Prison Break, je sais pas si tu connais cette série, qui était une série très très connue, avec un acteur magnifique qui avait ensuite révélé son homosexualité, qui depuis en effet un peu disparu des radars. Et après il y a ceux qui ont effectivement fait le coming out, désolé pour tous les anglicismes, mais ils s'imposent aussi sur le tard, comme Jodie Foster justement, et non pas au début de leur carrière. Oui, donc c'est quand même une vraie question. C'est pas parce qu'elle tourne moins que c'est lié à son homosexualité. Il y a aussi une durée de vie chez les acteurs qui fait que... Il y a une analyse scientifique que Muriel Robin fait, mais c'est vrai que ça donne quand même la puce à l'oreille, et moi-même qui suis très sensible à ces questions. En effet, alors vous avez du cinéma de niche, par exemple, vous avez Xavier Dolan, un grand réalisateur canadien, québécois, qui fait des films qui est ouvertement homosexuel et qui fait des films et qui a un certain succès, mais c'est du cinéma d'auteur. On n'est pas dans Tom Cruise, dans Tom Hanks, dans ce que vous voulez. C'est des films qui ont un petit public, même si c'est un public de très grande qualité, mais on n'est pas du tout dans le mainstream, dans la culture populaire. Il y a des acteurs français qui ne revendiquent pas leur homosexualité ou qui ne le montrent pas, mais on sait qu'ils le sont. Et pourtant, ils tournent. Mais justement, peut-être. Non, mais voilà, justement, c'est ce qu'elle pointait du doigt. Peut-être pour des raisons stratégiques, parce on n'en est plus au point de Rock Hudson. Oui, mais une fois qu'effectivement qu'on fait son coming out, on n'est plus idéalisé de la même manière par un réalisateur, par éventuellement un spectateur in fine, et donc on ne nous donne pas les mêmes rôles. Il y a Rupert Everett aux États-Unis aussi. Enfin, il y a plein de personnes comme ça qui effectivement sont mis de côté pour cette raison. Je trouve que c'est vraiment une réflexion beaucoup plus intéressante qu'on pourrait croire. Loïc Guérin. Je suis partagé. Alors moi sur Muriel Robin, aucune opinion arrêtée. J'ai pas vécu sa vie. Toujours difficile de commenter la douleur de quelqu'un qui est peut-être légitime, qui est peut-être moins légitime. Je n'en sais strictement rien. En revanche,
il y a une fâcheuse tendance qui est une américanisation, je trouve, de notre société, parce que je l'ai connue moi aux États-Unis il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'est se catégoriser, quelle que soit l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, religieuse, ce que vous voulez, et ensuite essayer d'attirer une forme de victimisation à outrance sur certains sujets et qui défavorise finalement, y compris les gens qui appartiennent à la même communauté que vous et qui n'ont pas envie d'afficher ça comme un porte-drapeau. Mon orientation sexuelle ne regarde personne, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, je n'en fais ni un point positif ni un point négatif. J'ai beaucoup de respect pour la vie privée des uns et des autres. Après, avoir été ségrégué il y a 20 ans peut-être, probablement, et probablement d'ailleurs sans aucun doute. Aujourd'hui, je trouve que la donne a largement changé. Et j'ai un petit peu le sentiment que c'est un peu du rattrapage médiatique. En réalité, je pense que là, dans son cas, c'est pas du tout de la victimisation, comme ça pourrait le laisser à penser. En revanche, c'est plutôt une mise en exergue des stéréotypes qui existaient. En effet, les stéréotypes hétérosexuels, pour dire ça un peu vite, mais il faudrait creuser un peu, sont toujours majoritaires et dominants. C'est juste ça. Vous avez une histoire d'amour, vous avez un couple, une histoire de famille, etc. C'est toujours les mêmes codes, les mêmes types de familles. Ça dépend. Vous avez eu des films comme Brokeback Mountain, comme La vie d'Adèle, etc., qui n'étaient pas dans ce registre. C'est quand même vraiment des exceptions, pour le coup, qui confirment la règle. C'est-à-dire que c'est deux films en l'espace de 30 ans de culture populaire. Et merci beaucoup pour ce sujet. Vous restez avec nous dans quelques instants, le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur ce policier qui a été largement tabassé par une quinzaine de personnes. On va en parler avec Grégory Joron, qui est avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Et on se pose la question, Grégory Joron, est-ce que effectivement ces gens n'ont peur de rien, de personne, que finalement ils sont en toute impunité et personne ne peut les arrêter? Je crois que c'est un exemple quasiment quotidien. En fait, il y a celui-ci qui est très marquant parce qu'il y a eu 5 tirs de la part du collègue qui est venu en assistance, qui a usé 5 fois de son arme pour tirer en l'air, pour faire peur justement à la quinzaine d'individus qui s'en prenaient à mon collègue alors qu'il était au sol. Donc forcément, on en parle un peu plus. Mais ce que mes collègues ont vécu là, on le vit et ils le vivent au quotidien, quasiment dans toutes les villes de France, malheureusement. Vous voulez réagir 0826 300 300, on en revient dans quelques instants. On fait une petite pause et on revient tout de suite jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du jour, chers amis, sont Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Loïc Guérin, avocat pénaliste, Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel, et vous, au 0826 300 300. On traite de l'actualité, bien entendu, c'est une plateforme de débat, et bien justement, on va débattre. C'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur cette information. Ça s'est passé samedi soir. Un policier a été passé à tabac par une quinzaine de personnes suite à un refus d'obtempérer. Ça s'est passé à Seine-Saint-Denis. Il a fallu qu'un des collègues, pour forcément lui venir en aide, tire 5 fois en l'air pour faire fuir les agresseurs. Et on se pose cette question, Philippe, aujourd'hui, de se dire, est-ce que les policiers ont-ils renoncé à leur droit à la légitime défense? Oui, d'autant que le collègue de ce policier, et notre invité va nous le confirmer, est défiguré puisqu'il a été, mais vraiment, on peut utiliser le terme, tabassé. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant on se contente de tirer en l'air et qu'on n'a plus de cartouches, on laisse son collègue de se faire massacrer avant de se faire massacrer moi soi-même? Est-ce que suite à la mort de Naël qui a causé des nuits d'émeute, est-ce qu'aujourd'hui les policiers ont renoncé à leur droit à la légitime défense de peur de finir derrière les barreaux comme le policier de Nanterre? Vous êtes policier, vous vivez ça, appelez-nous au 0826 300 300. Et Grégory Joron est avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Encore, Philippe Bilger, encore une situation où forcément difficile pour la police de gérer ce type de situation. Je remercie les animateurs que vous êtes d'avoir proposé ce questionnement, parce qu'il est temps enfin qu'on entende des choses pertinentes sur l'action de la police. D'abord, il est évident que c'est la police, pardon, je vais émettre des banalités le plus rapidement, c'est la police qui a l'usage, le monopole de la force légitime. J'insiste parce que j'entends tout le temps de la violence légitime. Il y a quelques rares policiers qui ont
commis des violences illégitimes et bien sûr, ils ont été poursuivis et parfois condamnés. Deuxième élément, j'ai toujours considéré que les polémiques qui ont suivi parfois les refus d'obtempérer, avec évidemment la volonté du mis en cause, qui souvent a un lourd passé judiciaire, d'échapper à la police, était absolument scandaleux et aboutissait à des polémiques totalement désastreuses pour l'honneur de la police. Et je termine. Troisième élément, j'ai toujours considéré, et malheureusement, je rends hommage à ce policier qui a tiré 5 fois en l'air. La police française, elle n'ose pas utiliser tous les moyens que la loi lui donne, parce qu'elle sait que si elle les utilisait, même dans les circonstances où elle aurait le droit de le faire, elle ne serait pas soutenue par le pouvoir politique, elle serait critiquée par la classe médiatique dans sa majorité, et elle serait stigmatisée alors qu'elle n'aurait fait que respecter la loi. Avant de revenir, on va revenir sur cette question, cette très bonne question de Philippe David, je tiens à signaler. Les policiers ont-ils renoncé à leur droit de légitime défense? Pour l'instant, vous dites oui à 79%, ce qui est important. Loïc Guérin, peut-être une réaction. L'avocat pénaliste. Alors j'aurais une posture qui est un peu différente, ou une position un peu différente, mais pas fondamentalement différente. D'un côté, je sais à quel point on envoie les policiers au carton dans des situations où on les lâchera sur le plan politique et administratif à la moindre incartade. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est un fait, c'est constaté, c'est vrai. En revanche, sur le plan judiciaire, c'est le seul bémol que j'ai. Pour avoir, moi, défendu des victimes de violences policières devant certaines juridictions, on n'arrive pas, en général, à faire condamner un policier facilement en France parce que l'institution a du mal à le reconnaître. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que le policier s'en sort bien? Pas toujours, parce qu'administrativement, il va être rattrapé, mais c'est pas la meilleure des façons. Je préférerais que, judiciairement, on puisse condamner un policier quand il passe la ligne, ce qui envoie un message clair à la population aussi, mais qu'en revanche, administrativement, il ne soit pas inquiété quand, judiciairement, il est exonéré. Ce qui n'est pas non plus le cas. Donc c'est un peu une peine vicieuse, si je puis dire, qui s'applique aux policiers, et c'est ce que moi j'en ai ressenti en échangeant avec des policiers parfois. Ça, c'est pour le bémol. Juste une chose. Sur le reste, évidemment que dans ces cas-là, la légitime défense est possible juridiquement, qu'on s'entende. C'est possible, c'est prévu par les textes. Je devance simplement éventuellement des appels d'auditeurs. Les textes suffisent. Ils ont doublé les peines. On est passé d'1 an à 2 ans. De 7 500 à 15 000 euros d'amende, il y a un an et demi de ça, en réaction justement à des incartades précédentes. Les textes sont là. C'est pas là. Pour moi, c'est pas avec Grégory Joron, justement, la légitime défense. Du refus d'obtempérer. On verra avec Tom une réaction. J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros malaise effectivement sur la question. Et finalement, les personnes qu'on croise aujourd'hui sont soit pro complètement, soit anti complètement. C'est ce qui est évidemment absurde. La police, on en a besoin, et en même temps, effectivement, des personnes se souviennent forcément. Je parle même pas uniquement de l'affaire Naël, mais de l'épisode des Gilets jaunes. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui se rappellent d'épisodes extrêmement violents, de violences policières, mais également d'autres violences de la part de Black Bloc, etc. Donc il y a effectivement ce gros malaise aujourd'hui dans la population. Il n'est pas normal, en tout cas, qu'une institution aussi importante que la police divise autant les gens et les Français selon la position dans laquelle on est, l'endroit où l'on est, etc. Ça devrait être une institution respectée, respectable. Je pense qu'elle l'est dans la plupart du temps, mais en effet, il y a des affaires qui ont émaillé cette image-là et qui ont rompu cette confiance-là. Déjà pour qu'on comprenne bien, la légitime défense pour un policier, Grégory Joron, à quel moment on peut estimer qu'un policier, est-ce que c'est différent de 2 personnes, on dit toujours qu'il faut une arme égale donc, entre 2 simples personnes, quel est le cas dans la police de la légitime défense ? Il y a 3 conditions essentielles. Il faut une atteinte injustifiée. Il faut une réponse proportionnée. Il ne faut pas pouvoir se soustraire justement à cette atteinte. Donc il y a un cadre assez qui peut paraître assez simple, de la légitime défense, d'ailleurs, qui est plutôt, on va dire, reconnu comme étant un bon cadre, bien écrit, notamment au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'est souvent, malgré tout, elle qui donne le là de temps en temps, et globalement, en tout cas, la légitime défense est plutôt en France bien écrite. La réalité, après, c'est ce qu'on en fait sur le terrain, et en 1/10 de seconde, on prend ce cas d'espèce sur Stein. C'est très intéressant, parce qu'en effet, on pourrait se dire, l'atteinte, elle est injustifiée, évidemment. 15 personnes qui s'en prennent à un policier qui essaye d'interpeller un auteur de refus d'obtempérer, qui tout de suite est pris à partie par un véhicule qui a bloqué la prise en charge de ce scooter. 5 individus sont descendus, ont tabassé tout de suite le flic, il est tombé au sol. 15 personnes sont arrivées, on en remet une couche, le collègue arrive par-dessus. 2 contre 15.
Voilà, je pense que et en même temps, vous l'avez dit, notre collègue, c'est fracture du nez, fracture de la main, c'est 7 points de suture sous l'œil, et on sait très bien le résultat d'un passage à tabac comme celui-ci, il peut clairement entraîner la mort, ça s'est déjà vu. Donc là, notre collègue a 2 options, soit en effet il tire en l'air, soit il tire dans le tas. Le fait de tirer en l'air... Est-ce qu'il a le droit de tirer, comme vous le dites, dans le tas, sachant que la vie de son collègue est en jeu? Est-ce que c'est de la légitimité? C'est toute la difficulté de l'exercice. Et surtout certains disent en rigolant, je préfère être jugé par 12 que porté par 4, c'est-à-dire passer aux assises plutôt que d'être porté par 4 dans mon cercueil. Ce genre de choses-là, moi j'évite de le dire parce que c'est pas si simple que ça. Je pense qu'il a eu la bonne réaction. Il faut juste savoir qu'au premier coup de feu, il y a quand même quelqu'un qui s'est retourné et qui lui a dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous tirer dessus, vas-y. Comme quoi, ils ont vraiment peur de rien. Et qu'au troisième, ils ont quand même commencé à prendre la fuite. Excusez-moi, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'avoir peur de rien? Parce que je dis une chose, ils sont tous libres aujourd'hui, ceux qui ont tabassé votre collègue. Oui, ils ont peut-être raison de pas avoir peur. Ils sont passés en garde à vue. En effet, ils ont été libérés sans qu'il y ait de prolongation. Moi, j'ai pas les éléments de dossier. Je me garderais bien de savoir si ce qui s'est passé ou pas. La réalité, c'est qu'en effet, on commence à avoir des situations où malheureusement, et je prends un exemple assez simple. Vous avez parlé de Naël. En dehors de l'affaire, les émeutes qu'on suivi, rappelez-vous quand même qu'il y a eu 254 gendarmeries et commissariats de police attaqués. 254 gendarmeries et commissariats de police attaqués. Ils ont peur de rien. Et aujourd'hui, nos collègues, c'est une espèce de guerre asymétrique où justement on nous demande de plus en plus... C'est une guerre psychologique aussi. Et on est désarmé psychologiquement. C'est une guerre asymétrique parce que forcément, nous, on doit appliquer la loi, appliquer les règles, et c'est bien normal. On est des policiers républicains. On ne doit pas se laisser aller à des réflexes qui pourraient, je pense, que n'importe qui, dans n'importe quelle situation, agirait autrement qu'un policier, justement. Et ils ont bien ça en tête. Et la preuve, encore hier à Stein, ils tirent en l'air. C'est toute la preuve du discernement policier, contrairement à tout ce que certains racontent en disant que la police tue. Et du sang-froid. 0826 300 300, direction l'Hérault avec Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir à tous, bonsoir les vrais voix. Alors, vous pensez que les policiers ont renoncé à leur droit à la légitime défense, qui est un droit parfaitement légal, Alors écoutez, on attaque tellement les policiers depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, on les met en garde à vue, on les met au banc de la société. Comment peuvent-ils légitimement exercer leur métier, faire leur profession et défendre la population? Il faut donner des pouvoirs à la police, il faut vraiment les conforter dans leurs responsabilités, leur faire confiance, il faut redonner confiance à la police et les laisser agir. Et aujourd'hui, c'est vrai, la police a peur parce qu'ils ont peur de finir en garde à vue ou d'avoir des sanctions disciplinaires encore plus importantes. Et incontestablement, on leur enlève du pouvoir, on leur enlève de l'assurance. Et maintenant, c'est presque l'inverse, c'est presque la police qui a peur des voyous. C'est pas normal. Oui, en tout cas, peur de ce qui va se passer après, Philippe Bilger. Un problème, et Grégory Joron ne sera peut-être pas d'accord avec moi, je m'aperçois souvent que dans les argumentations que je pratique, je suis presque dans une forme de surenchère par rapport à la défense de la police à l'égard des policiers eux-mêmes. Ce qui est dramatique depuis des années, à chaque fois que ce métier difficile de policier est exercé, qu'il entraîne presque inéluctablement des dommages et des préjudices, voire des tragédies, immédiatement, politiquement et médiatiquement, quelqu'un est présumé coupable et c'est le policier. Alors ensuite, à l'audience, ça peut être différent. Mais ça, c'est un vrai scandale. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que là, c'est ce que je disais, Grégory Joron, il y a quelques instants, on peut saluer quand même le sang-froid de ce policier, de ne pas tirer et de voilà. Mais encore une fois, ça n'est pas salué sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est assez dommage. Et c'est ça aussi qui crée cette dissonance entre peut-être les citoyens et les policiers. Bien sûr, parallèlement à cette affaire qui, moi, je trouve, en dit beaucoup sur l'état de notre société et surtout sur la difficulté du métier de policier aujourd'hui, que ce soit à Stein ou ailleurs. Je rappelle juste 2 choses, c'est que parallèlement à ça, on a des élus politiques qui ont une responsabilité, quel que soit leur bord, quand ils parlent de la police. On a des élus qui, eux, en font une polémique d'un coup de pied sur une interpellation extrêmement difficile d'un individu, alors que l'individu n'est pas menotté, qu'on est en pleine, justement, interpellation, qu'à un moment donné, on a le droit de porter des coups pour pouvoir maîtriser quelqu'un. Et vous voyez, c'est ça qui est gênant, c'est qu'il y a toujours des contre-feux, puis je sais que M. Bilger a écrit un peu ce week-end. Je veux dire, parallèlement à ça, on a aussi un syndicat de magistrats qui va à la fête de l'UMA faire une table ronde sur les violences policières. Je veux dire, toute cette petite musique
Et pour répondre à monsieur... Et qui reprend quelqu'un qui parle d'émeutiers ou de pilleurs pour dire en des disant révoltés. Que c'est des révoltés. Je veux dire, ça pose les choses d'une manière quand même assez particulière. Et j'aimerais simplement dire, les policiers, la seule chose qui nous sauve aujourd'hui, c'est justement l'opinion publique. C'est que 70% de l'opinion publique nous soutient. On était dans l'Hérault, direction les Bouches-du-Rhône, direction Marseille. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir à tous. Donc je vais rejoindre un petit peu ce que disait Alain à l'instant. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire ça, ça c'est interdit de le dire. Et je trouve que je circule beaucoup dans Marseille toute la journée. Je vois pas mal de policiers qui font leur boulot, en fait, leur travail, mais c'est toujours avec des insultes de la part, pas de la police, des personnes qui sont arrêtées. Donc c'est des insultes, c'est de l'agressivité. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas dire les choses comme elles sont. Voilà. Faire en sorte que la police puisse faire son travail correctement, qu'on arrête de leur taper dessus. Les policiers n'ont pas le droit de rentrer dans des cités. Mais ça s'est vu où, ça ? Où ça s'est vu ? Vous avez raison, Richard. J'en profite pour reposer la question à Grégory Joron. À un moment donné, donc, plus personne ne voudrait être policier. On est d'accord, Grégory ? C'est-à-dire que les écoles de police vont se vider. C'est déjà plutôt compliqué, ne serait-ce que, par exemple, de recruter des policiers adjoints. 1340 € par mois, en général. Pour se faire insulter. Pour être en tenue armée sur la voie publique et prendre les mêmes risques des policiers titulaires. Globalement, à chaque fois qu'on arrive à le jour de l'incorporation des recrues, qui ont passé tous les examens et qui doivent venir faire leurs 4 mois de formation, on en perd quasiment 50% qui se présentent pas. Je lis un tweet, c'est Ludovic de Mathieu, un auditeur très fidèle, à 18h. Donc il y a quelques minutes à Rochefort, ville moyenne de la Charente-Maritime. Course-poursuite entre un véhicule et une voiture de police à plus de 80 à l'heure en centre-ville, limité à 30, sûrement refus d'obtempérer. Je n'ai pas la faim, mais la peur et la surprise se lisaient sur la tête des passants. Combien de drames encore ? Tom Conan. Ma question, c'était justement par rapport au cas Astin dont on a parlé tout à l'heure, pour que des cas de ce type-là se reproduisent pas. Après, c'est toujours facile à dire comme ça extérieurement, mais est-ce que c'est un manque d'effectifs en l'occurrence ? Parce que le fait qu'ils étaient 2 seulement, évidemment, on ne doit pas aider pour maîtriser la personne. Et quel est le vrai problème finalement ? Vous imaginez bien qu'ils pouvaient même être 3 quand on a tout de suite spontanément 15 ou 20 personnes qui viennent prêter main forte à un individu qui refuse d'obtempérer. On n'arrivera jamais à mettre autant de policiers en face. Non, on a une vraie difficulté dans certains quartiers parce que c'est des bandes rivales, on en est presque là, et il y a une guerre de territoire. On n'est pas les bienvenus quand on est policier et qu'on essaye de gêner le trafic ou simplement de passer là où on doit passer. Mais non, notre réalité, et pour revenir sur le refus d'obtempérer, c'est aussi ça. C'est qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a une vraie difficulté sur le refus d'obtempérer notamment. C'est toutes les 20 minutes, c'était dit. Sur Twitter, j'ai vu juste aussi, avant de rentrer en studio, un collègue du 93 qui tweetait justement, moi la nuit dernière, c'était 3 en 15 minutes. Vous voyez, donc c'est un sport national. Le fait d'avoir durci la peine, je pense qu'ils n'en ont strictement rien à faire parce qu'ils savent très bien qu'au bout du bout, ils ne la feront pas, cette peine-là. Donc je suis désolé de le redire, mais une police, pour qu'elle soit efficace, c'est aussi avoir une justice qui, après coup, l'est tout autant. Mais donc, on a un problème. Non, mais on a un petit problème. Je suis pas de ceux qui disent que le problème de la police, c'est la justice. Qu'on soit très clair là-dessus. Je connais malheureusement la difficulté de la justice, de son manque d'effectifs tout autant que le nôtre, de son manque de moyens. Je fustige à chaque fois plutôt l'incohérence de la politique pénale. Parce que vous venez de le dire, monsieur, quand on durcit une peine, je vous prends un exemple très simple, celui des rodéos. On a durci la peine, on est passé de 6 mois à 1 an pour un rodéo simple, sauf que vous savez tout comme moi qu'en général un an de prison vous les faites jamais et qu'en général ils sont toujours aménagés. Donc en fait on pisse dans un violon. Et c'est de la politique pénale ça. Malheureusement, ça mériterait encore un débat. Merci beaucoup. Mais c'est quand même tragique. On voit que
Germain, on peut pas. Si on peut pas pour lui, on peut pas pour vous. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Tom Conan et merci beaucoup Loïc Guérin d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va vous parler citoyenneté. On parlait de la citoyenneté. Enfin des gens citoyens et qui s'engagent. Ce sera dans quelques... Oui, exactement. Il y en a encore. Grégory Joron, l'espoir fait vivre. Et on sera avec Stéphane Pellet. Absolument. Et le deux G500. associations. À tout de suite.